Bienvenue sur le ring. Merci Hakim Rachid. Marrakchi. Donc on va se... Je sais pas, on met les gants tout de suite ou on laisse dérouler le débat? Un petit peu tout à l'heure, parce que je ne sais pas encore jusqu'à combien tu connais. Quoi. Ah, d'accord, très bien. En tout cas, merci une fois de plus, Hakim Marrakchi, d'avoir accepté l'invitation au débat sur le ring, l'ODJ TV Radio. Je ne suis pas maso. Pas maso. C'est pas pour que tu me... Ni maso, ni masochiste, c'est ça? Mais en tout cas, vous êtes vice-président de la CGM? Ça oui. Oui. Voilà, donc la Confédération Générale des Entreprises du Maroc, et vous êtes également président de la Commission Fiscalité et Douane. Oui, et vice-président de la SMEX aussi. Et vice-président effectivement de la SMEC, et on peut ajouter également industriel. Oui, c'est ma fonction principale. Voilà, c'est ce qui vous permet de vivre, certainement, non? En principe, oui. Voilà. Débat en 3 rounds avec vous, Hakim Marrakchi. Premier round, on parle beaucoup d'emploi, ou on parle beaucoup de chômage, ou on parle beaucoup de chômage, ou on parle beaucoup d'emploi. En tout cas, au travers de cette première question sur ce premier round, emploi, pourquoi on n'y arrive pas? Deuxième round thématique, chômage en hausse, est-ce que le secteur privé a une responsabilité? Et enfin, troisième round, dialogue social avec la hausse généralisée à la fois du salaire minimum, le SMAG, et puis il y a une augmentation du salaire des fonctionnaires, une baisse d'un point également de l'IR. Est-ce que c'est un accord sur mesure pour l'entreprise? Là aussi, avec un point d'interrogation. Mais on démarre avec le premier round. Emploi, pourquoi on n'y arrive pas, Hakim Marrakchi? Parce qu'on assiste à une bataille de chiffres, mais pourquoi on n'y arrive pas? La question, c'est quel est l'objectif des différentes politiques publiques sur le plan économique et social? Est-ce que l'objectif, c'est de promouvoir l'emploi ou de promouvoir la croissance dans certains secteurs? Donc je pense qu'il n'y a pas de politique globale qui vise à une promotion de l'emploi généralisée. C'est-à-dire que ce que vous êtes en train de dire, Hakim Marrakchi, c'est que tout ce qui a été fait jusqu'à présent et qui continue à être fait, pour le moment en tout cas, c'est que c'est l'objectif majeur et prioritaire, ce n'est pas la création d'emplois, mais c'est de la création de croissance dans certains secteurs d'activité via l'investissement. Mais ce n'est pas l'emploi la priorité. Via l'investissement ou autre. D'ailleurs, je ne pense pas que l'emploi ait été une préoccupation majeure des politiques publiques sur le plan économique ces dernières années. Je ne pense pas, mais je ne suis pas proprement... Donc ça veut dire que fondamentalement, ce qui arrive aujourd'hui, c'est-à-dire une croissance du chômage, un record, c'est-à-dire c'est le HCP qui l'a révélé en début de... Ça fait des années, Rachid, qu'on dit au Maroc qu'on investit beaucoup et qu'on crée relativement peu d'emplois par rapport au montant qui est investi. Donc les conditions qui ont été mises en place dans un premier temps visaient peut-être à favoriser l'émergence d'une économie plus compétitive avant de passer à une politique qui va promouvoir à la fois l'investissement productif et la création de valeur. D'ailleurs, la création de valeur, pose problème au Maroc, puisque nous avons finalement plusieurs profils d'employés. Nous avons de larges populations qui ont des difficultés à trouver du travail, alors qu'elles sont diplômées. Et une plus facile propension pour les non-diplômés à trouver un emploi. La question, c'est comment allier une politique qui favorise à la fois l'emploi diplômé et l'emploi peu formé. Donc ça a toujours été un débat. Ça a toujours été un débat, sauf qu'on a l'impression qu'aujourd'hui, effectivement, quand on passe en revue les 4-5 derniers exécutifs, en tout cas gouvernements qui ont été aux responsabilités depuis les années 2000, depuis d'ailleurs le gouvernement qui était dirigé à l'époque par Djesto, on assiste à une dégradation continue, une détérioration de la création d'emplois. Non, on ne peut pas dire ça. Ou la qualité. Non, oui, la qualité peut-être. Mais on ne peut pas dire. La quantité et la qualité. On ne peut pas dire qu'il y a une dégradation continue de la création d'emplois au Maroc. On ne crée pas suffisamment d'emplois par rapport au nombre d'arrivants sur le marché de l'emploi chaque année. Ça, je suis d'accord. Mais on n'a pas détruit de l'emploi en quantité au Maroc. On en a détruit pendant un certain temps sur le plan industriel pour commencer à en recréer sur de nouvelles industries. On peut se poser la question, est-ce que cette politique favorise la création d'emplois de tout venant ou est-ce qu'elle favorise davantage la création de certains emplois spécialisés et bien formés? Ça, c'est Mais si on prend en même temps les derniers exécutifs, le seul gouvernement qui a un solde négatif net au niveau de l'emploi, c'est le gouvernement actuel. Il y avait le gouvernement, El Othmani avait un solde positif, le gouvernement Benkiran 1 et 2 avait un solde net positif, le gouvernement Abbas El Fassi avait un solde net positif. Voilà. Donc et là, on se retrouve avec un solde net négatif. Alors, on a eu plusieurs explications que j'ai entendues. Disons, comme tout le monde, on a expliqué que, en fait, la façon qu'on a de comptabiliser l'emploi au Maroc ne correspond pas forcément à des travaux rémunérés.
Et donc les gens qui avaient un emploi non rémunéré souhaitaient ne pas le déclarer. Oui, mais là, c'est les mêmes instruments depuis 20 ans. Hein, donc, oui, il y a un shift, c'est-à-dire qu'on connaît aujourd'hui au Maroc, disons, le développement d'un État social qui veut favoriser, disons, une redistribution des revenus à travers, disons, divers éléments qui sont en train d'être mis en place et qui devraient viser les populations les plus défavorisées. Et donc ça a créé. Mais on tourne en rond. Est-ce qu'on ne tourne pas en rond un petit peu Hakim Arakchi là-dessus? Et que le vrai sujet. Entrepreneur. Oui. Donc moi, pour un entrepreneur, pour moi, le travail, c'est celui qui est dans une entreprise. Voilà. Une entreprise, qu'elle soit de fait ou une entreprise qui soit juridiquement constituée. Moi, c'est ce que j'aime. Donc, mais ce que je constate également au Maroc, c'est que quand même on a des artifices qu'on a développés, qu'il y a plusieurs façons de travailler légalement au Maroc aujourd'hui, et donc ça contribue à créer de nouvelles conditions de travail, et les choses vont évoluer. Actuellement, on constate une baisse du travail rémunéré, ou une baisse du travail non rémunéré plutôt, et on va voir qui serait la conséquence d'un basculement de population éligible aux aides directes. Mais bon, ouais, peut-être que ça aussi, c'est aussi des artifices, mais fondamentalement, est-ce qu'on n'évacue pas le vrai sujet de débat aujourd'hui? Vous avez vu comme moi, sortie du chef de gouvernement au Parlement, présentation du bilan à mi-mandat, bref, le gouvernement, chef de gouvernement qui dit, ben, nous, depuis 2 ans, on a créé 600 000 emplois, le HCP qui nous dit, non, mais non, il y a une destruction massive d'emplois, il y a un taux record à 13,7%. Au-delà de la bataille de chiffres, et c'est pas là-dessus que je souhaiterais avoir votre analyse et commentaire, Hakim Arakchi, mais c'est de se dire, voilà, est-ce que Valeur aujourd'hui, on ne sait plus créer de l'emploi? J'ai dit on, c'est-à-dire l'autre modèle économique, nos modes aussi d'investissement, on se rend compte aussi que pour créer un emploi, ça coûte de plus en plus cher, en matière d'investissement aussi, au niveau du ratio. Voilà. Est-ce que tout ça... Non, c'est-à-dire, c'est pas forcément vrai. On n'a pas forcément besoin d'investir beaucoup pour créer de l'emploi. Est-ce qu'on est prêt à développer beaucoup de PME et de PMI au Maroc et elles sont susceptibles de créer les emplois? En fait, c'est ça la question. Est-ce que les conditions d'émergence de ces PME et PMI partout sur le territoire national existent et c'est ceux-là qui vont permettre de créer l'emploi qui est productif. C'est-à-dire que c'est pas l'État, c'est pas l'État avec ses politiques de soutien à l'emploi qui va, c'est pas par ce levier-là qu'on arrivera à redresser la courbe du chômage. Ça dépend comment est-ce qu'on veut soutenir l'emploi. Si on veut soutenir l'emploi en favorisant la création de valeur, oui. Et en soutenant l'emploi par des programmes d'aide à l'emploi, à ORH ou autre, sur des trucs où il y a des... Moi, je suis entrepreneur qui est confronté au marché. Je crois que le marché exprime mieux les besoins qui sont attendus qu'une politique top-down. Pour moi, en tant qu'entrepreneur qui est confronté au marché, je m'adapte aux conditions du marché et donc je n'aime pas les solliciter des aides. Solliciter des aides, c'est faire des tris, c'est choisir celui qu'on va aider et donc c'est créer des distorsions. Moi, j'aime, alors que nous sommes dans une économie qui est ouverte, donc qui est confrontée au marché, et donc ces distorsions, elles font perdre du temps. Le temps est un facteur clé de réussite. Facteur clé de réussite, mais pour moi, s'il s'agit de favoriser l'équité et le mérite dans un marché qui s'exprime librement, à ce moment-là, oui, on aura des créations d'emplois. On va prendre un cas très concret et qui va vous parler, vous, en tant qu'industriel, en tant que vice-président de la CGM et par rapport à celles et ceux également qui nous écoutent. Si on prend 2023, entre le programme AORH 1 et 2 et le programme Força, c'est grosso modo une enveloppe budgétaire de 7 milliards de dirhams. À la clé, c'est grosso modo 230 000, 240 000 emplois qui ont été créés selon les chiffres officiels. Vous avez suivi comme moi le directeur général de l'OIT, l'Organisation internationale du travail, qui était à Rabat cette semaine, qui dit, ben voilà, moi ce que je considère peut-être pour le Maroc, en termes de propositions, de recommandations, c'est que ces aides de l'État, cet argent public, soient mis à la disposition d'entreprises du secteur privé. Comme ça, ça créerait peut-être beaucoup plus d'emplois et des emplois de qualité. Est-ce que là aussi, pour essayer de trouver une solution, pourquoi on n'y arrive pas? Est-ce que basculer cet argent public dans les entreprises alors bien sûr, pour créer la richesse. Reste à trouver de quelle manière est-ce qu'on peut faire basculer. Si on le fait basculer en limitant l'écart qu'il peut y avoir entre le formel et l'informel, ça va marcher. Parce qu'en fait, disons que quand une entreprise investit, si elle s'investit dans un marché avec des règles qui sont cadrées et que son concurrent à côté, lui, peut enfreindre ces lois,
à ce moment-là, il y a un avantage compétitif pour celui qui a enfreint la loi. Et donc, cet écart entre le coût du travail formel et le coût du travail informel fait qu'il y a des distorsions et donc le marché ne s'exprime pas librement et donc il n'y a pas suffisamment de création de valeur. C'est-à-dire que même se fait basculer l'argent public comme programme de soutien, de politique de soutien à l'emploi via le monde de l'entreprise, vous dites ça ne suffira pas forcément, c'est pas sûr que ça marche, parce qu'il y a déjà une concurrence déloyale entre entreprises formelles et informelles. Absolument, parce qu'il y a un coût du travail qui n'est pas le même. Qui est moins élevé dans l'informel que dans le formel. Alors le coût du travail, il a plusieurs expressions. Il y a le salaire, il y a les charges patronales, et il y a ce qui est derrière, c'est-à-dire le code du travail tel qu'il est avec ses rigidités. En même temps, on voit qu'il y a de nouvelles façons d'employer légalement les gens. Et donc, ces nouvelles façons permettent une nouvelle expression. Ça va prendre du temps. Mais ce délai... Le statut d'auto-entrepreneur, vous faites référence Par exemple, il y en a plusieurs. Il y a plusieurs ça ne marche pas trop, on pensait. L'État et les pouvoirs publics avaient beaucoup misé là-dessus, mais on voit bien que ça n'a pas trop pris. Sur certains plans, sur d'autres, il est en train de prendre. Et puis vous avez des gens, j'avais entendu quelques personnes qui sont passées dans une de vos émissions qui expliquaient justement qu'ils pouvaient offrir aux entreprises des solutions justement à la carte. En utilisant les différents artifices que permet aujourd'hui le cadre juridique du travail. Certains considèrent que la flexibilité, d'ailleurs, elle est déjà présente, avant même qu'elle soit introduite dans le code de la route. Mais c'est ce qui fait que les gens ne vont pas assez vite. C'est-à-dire le temps de comprendre, c'est-à-dire ce délai pour comprendre que les nouvelles dispositions permettent de contourner certaines rigidités, il se passe un moment. Quoi. Juste en 30 secondes, peut-être juste pour conclure ce premier round, avant de passer au deuxième round, Hakim Arakchi, sur ce premier round, est-ce que vous auriez, une recommandation pour essayer d'inverser la courbe du chômage ou la courbe de la création d'emplois, quelque chose qui pourrait être actionné assez rapidement, parce que la situation devient inquiétante, voire extrêmement préoccupante. Moi, je suis un simple entrepreneur. Oui, mais industriel. Ce qui importe pour moi, c'est si on veut créer du travail, il faut faire en sorte que le coût du travail au Maroc soit concurrentiel, compétitif. Si on a un travail qui est peu compétitif et peu productif, si la productivité au Maroc est faible, on va détruire de l'emploi. En augmentant le coût du travail, on risque de détruire certains emplois. On va y revenir tout à l'heure parce qu'effectivement, il y a le coût du travail qui va être augmenté et renchéri, en tout cas par les décisions qui ont été prises dans le cadre du dialogue social. Et on verra ça dans le troisième round. Sur le deuxième round, chômage en croissance, est-ce que le secteur privé et le monde de l'entreprise dans son ensemble a une part de responsabilité ou une responsabilité pleine dans la détérioration de l'emploi et la hausse du chômage, Hakim Arakchi? Alors, il y a une responsabilité évidente, c'est normal. Disons que partielle ou pleine? Partielle, évidemment. Nous ne sommes pas les faiseurs des politiques. Par contre, nous réagissons à des politiques, à des propositions, et notre façon de réagir n'a pas permis de répondre valablement aux limites des réformes qui ont été introduites sur ces 10, 15, 20 dernières années. Donc on aurait pu certainement mieux faire. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas su le faire? Ça, c'est pas à moi de répondre. Mais est-ce que ça veut dire pour autant que... Est-ce que ça veut dire, parce que très souvent, à tort ou à raison, je sais que vous avez toujours été monté au front là-dessus pour dire, ben non, l'investisseur marocain, il investit, il faudrait aussi qu'il puisse bénéficier des mêmes conditions que l'investisseur étranger. Donc très souvent, on pointe du doigt en fait l'insuffisance de l'investissement au niveau du capital marocain. Certains considèrent que, ça n'investit pas assez, d'autres, ça investit dans des secteurs qui ne créent pas forcément beaucoup de richesses et beaucoup d'emplois. Est-ce qu'on a un secteur privé aujourd'hui qui, effectivement, ne crée pas suffisamment de valeur, ne suffit pas créer de richesses, et que du coup, il n'y a pas que les politiques et que l'exécutif qui a une part de responsabilité dans la détérioration du chômage, il y a aussi nos chefs d'entreprise. Oui, mais disons que le chef d'entreprise ne décrète pas, disons, la rentabilité des entreprises ou des investissements qu'il fait. Il peut avoir des compétences et des incompétences chez chacun d'entre nous, c'est normal, personne n'est parfait. Mais quand vous parlez du climat des affaires qui n'est pas le même pour les entrepreneurs locaux par rapport aux entrepreneurs étrangers, j'ajouterais que l'entrepreneur étranger... C'est ce qui se dit, l'exécutif s'est toujours défendu en disant non, c'est les mêmes conditions pour tout le monde. Peut-être que certaines conditions fiscales globalement sont les mêmes, certains avantages auxquels nous avons accès ou pas. Bon, moi, il m'est quand même déjà arrivé de voir certains entrepreneurs étrangers qui ont, par exemple, une tarification préférentielle sur l'énergie. Ça arrive, ou d'avoir... Mais il y a peut-être un transfert d'expertise aussi qui est accompagné par cet investissement. Donc, nous aussi, quand on innove,
on n'est pas forcément, comment dire, boosté, on n'est pas forcément toujours reconnu à notre juste valeur, c'est plus compliqué. Et en plus de ça, la grosse différence qu'il y a entre un entrepreneur local et un étranger, c'est que l'étranger, il est là par opportunisme. C'est-à-dire qu'on lui enlève les avantages, il s'en va. Tandis que l'entrepreneur marocain, il est là pour toujours. Comme il dit, on appartient au pays, on a envie d'être enterré. Donc, voilà. Donc le long terme, pour un Marocain, c'est le Maroc. Mais est-ce qu'on peut en vouloir aujourd'hui, ne pas en vouloir qu'au chef de gouvernement, il y a sa politique économique et sociale en matière de... Où, au bout du compte, il y a la détérioration de l'emploi, mais en vouloir aussi à la CGM, qui représente, quand je dis la CGM, c'est-à-dire le secteur privé, dans la destruction massive d'emplois, parce que voilà. Écoutez, on ne va pas se cacher. Oui. Nous sommes collectivement responsables de notre devenir. C'est à nous d'agir. La CGM, si vous voulez, normalement, ça devrait être un contre-pouvoir. Il est là pour réagir aux propositions du pouvoir. C'est sa fonction première. La façon qu'il a de réagir doit repositionner certaines actions des gouvernements qui se sont succédés depuis que la CGM existe. On n'a pas réussi là-dessus. On n'a pas réussi à avoir le code du travail qui nous convient. On n'a pas réussi. Il y a l'engagement apparemment qui a été pris par les centrales syndicales dans cet accord tripartite, gouvernement, patronat, syndicat. C'était déjà le cas lorsque... En septembre dernier, en 2000. Septembre, même avant. Avant même ce gouvernement. 3 ans après, c'était déjà été signé. Mais ça n'a pas été acté à ce jour. Mais Inch'Allah. Est-ce qu'une révision du code du travail, de toute façon, l'introduction de plus de flexibilité permettra de créer plus d'emplois? Ça, c'est pas forcément vrai. Non, comme je l'ai dit tout à l'heure, en fait, les conditions d'emploi au Maroc sont en train de changer. Ce qu'il y a, c'est qu'on n'annonce pas toujours le but des actions qui sont engagées. Et donc, on laisse les choses se développer. Et on perd du temps. C'est-à-dire que le manque de débat fait que nous n'anticipons pas toujours convenablement les éléments. Mais il y a des flexibilités qui sont introduites aujourd'hui. On n'a pas besoin forcément de modifier totalement le Code du travail. Certains articles suffisent à être... D'ailleurs, apparemment, on dirait une révision, pas une réforme du Code de la route. Et le vrai problème n'est pas tant le Code du travail que son application. L'application du Code du travail telle qu'elle se fait aujourd'hui par la justice accable l'entreprise. Et accabler l'entreprise, c'est tuer l'emploi. En tout cas, dans cette notion de part de responsabilité, parce que mon interrogation n'était pas innocente ou totalement innocente, dans ce deuxième round, c'est le fait qu'en fait, on reproche, je dis on, c'est-à-dire certains observateurs avertis en matière d'emploi, sur ces questions économiques et sociales en tout cas, le fait que le patronat chez nous, ça ne date pas d'aujourd'hui, mais c'est peut-être amplifié aujourd'hui, parce qu'il y a une problématique de chômage, sur le fait n'a pas initié de chantier de projection, de répertorier les besoins, tant en compétences qu'en emploi, de point de vue quantitatif et qualitatif. Et voilà. Donc du coup, en fait, subit, se dit voilà, c'est au petit bonheur la chance. Et que subit, on n'est pas. C'est-à-dire, nous sommes un syndicat. Mais il y a des patronats d'Allemands qui subissent pas, ils sont beaucoup plus proactifs que notre organisation patronale. Non, nous sommes proactifs. Nous intervenons et nous interagissons. Mais nous subissons. Par définition, nous sommes un syndicat. Nous ne sommes pas le pouvoir. Nous sommes un contre-pouvoir, pas le pouvoir. Mais Donc on a la responsabilité de réagir. C'est notre responsabilité. On n'a pas réagi convenablement. C'est un fait, puisqu'on n'a pas les résultats escomptés. Donc si vous me dites est-ce qu'on a une part de responsabilité? Oui. Est-ce que c'est dans l'ADN du patron parce qu'il est marocain? La réponse est non. Parce que vous avez des Marocains qui ont investi, qui se sont établis à l'étranger, qui réussissent parfaitement. Donc ce n'est pas une question d'ADN. Est-ce qu'il serait bon selon vous aujourd'hui, Hakim Arakchi, dans la situation dans laquelle on est aujourd'hui, une situation d'urgence en matière d'emploi, apparemment le chef de gouvernement a saisi ou ressaisi ou a dessaisi en tout cas des différents cabinets en tout cas pour travailler là-dessus. Il y a urgence a priori en la matière de se dire voilà que la CGM aussi prenne sa part de responsabilité. Parce qu'effectivement, si elle a une responsabilité, prenne sa part de responsabilité, puis soit porteuse d'un discours et d'une vision et d'une batterie d'actions aussi pour relancer l'emploi chez nous. Nous, on est des patrons. Le patron, il investit pour gagner de l'argent. Investissement, rentabilité. Investissement, rentabilité. Si les conditions d'investissement et d'employabilité existent, les gens vont investir et employer les gens. Si les gens ont peur d'employer parce que le coût du travail est trop élevé, voire même qu'il obère éventuellement la rentabilité, eh bien, il va fuir l'investissement, il va fuir... Donc vous dites, nous, en tant que CGM, c'est le syndicat du patron et des patrons, en fait. Ce n'est pas notre boulot, ce n'est pas notre mission d'être force de proposition sur des questions
de relance de l'emploi. La force de proposition, oui. Et Mais nous ne sommes pas comptables des décisions qui sont prises. Nous n'avons pas cette responsabilité. Nous sommes co-responsables parce que si nous ne proposons rien, on sera accusé de ne pas avoir fait les bonnes propositions. Mais si nous proposons et qu'on ne respecte pas les propositions qu'on a faites, et ça fait plus de 20 ans qu'on demande un code du travail qui permette... Apparemment, ça devrait arriver dans les prochaines semaines, voire les prochains mois. Dernière question avant de passer Ce n'était pas le cas jusqu'à maintenant. Si c'est introduit, on verra comment les choses vont se développer. Complètement. Sachant que de toutes les façons, les conditions du travail sont en train de changer et que donc, il n'est pas nécessaire forcément de développer un nouveau code du travail dans sa totalité. Avant de passer au troisième round, Hakim Arakchi, juste une dernière petite question, moi qui m'a interpellé, je suis un petit peu curieux, je ne pense pas avoir une curiosité qui soit en deçà de la moyenne, mais le chef de gouvernement aurait saisi différents ministres de son gouvernement pour faire tout un travail de profondeur et d'avoir des informations sur la création d'emplois, où est-ce qu'on en est au niveau de l'emploi, que ce soit l'industrie, que ce soit le tourisme, d'autres secteurs d'activité, où la question de l'emploi et de l'employabilité est la plus persistante, mais il n'a pas saisi la CGM, selon mes informations. C'est-à-dire que voilà, non mais elle va travailler. Que le chef de gouvernement n'ait pas saisi le secteur privé, est-ce que c'est logique, est-ce que c'est pas logique, est-ce que ça a du sens, est-ce que c'est un contresens? Il va saisir la CGM comme il aurait saisi un syndicat des travailleurs. Non, il ne nous saisit pas. Par contre, nous nous préparons. Nous faisons un travail sur l'emploi et sur l'employabilité. Et donc, on a mis des ressources à disposition pour collecter des informations, des propositions et faire une synthèse et avoir des éléments pour pouvoir intervenir avec les pouvoirs publics sur ce sujet. Le secteur privé, crée combien d'emplois par an, en moyenne? Il n'y a pas de chiffre qui... 90% des emplois au Maroc, voire 95% des emplois au Maroc sont du secteur privé. Donc s'il y a création d'emplois, c'est toujours dans le privé. Majoritairement. Ça veut dire. Ultra majoritairement. Mais ça veut dire, si vous deviez chiffrer votre pensée. C'est lequel des secteurs privés? Parce qu'il y en a plusieurs de secteurs privés. Si on prend le secteur privé et qu'on fasse une moyenne aujourd'hui. Il semble qu'on crée au Maroc à peu près 70 000 emplois salariés par an. 70 000 emplois salariés par an. C'est très insuffisant. Le public en crée, selon toutes les programmations de chaque loi de finances, autour de 50 000. Donc ça veut dire qu'on est possible. S'il fait 50 000 par an. Les programmations de création de postes budgétaires, c'est 50 000. Il y a combien de fonctionnaires au Maroc? Selon la CMR, je crois qu'il y a 500 000. 550 000. Voilà, on ne va pas faire 50 000 de plus chaque année, c'est pas possible. D'accord, mais en tout cas, ce qui est programmé... Peut-être qu'il y a eu une année, il y a eu 50 000, mais on ne peut pas créer 50 000 par an chaque année, c'est pas possible. En tout cas, le secteur privé, vous dites 70 000. Grosso modo. Voilà. Mais moi, je ne suis pas comptable des éléments du secteur privé. C'est un simple constat. Et le chiffre juste pour faire parler. C'est juste un ordre de grandeur. Et en tout cas, peut nourrir de la réflexion par rapport à ceux qui nous écoutent. On aimerait créer beaucoup plus. Je serais très content. Vous savez, il y a plusieurs façons de créer des emplois. Et il y a plusieurs freins à la création d'emplois. Donc, on n'est pas comptable de ces freins. On demande à ce que certains soient levés, on le fait ou on ne le fait pas. Et à ce moment-là, nous, notre responsabilité, à partir du moment où on a essayé, on a fait tout ce qu'on a pu, notre responsabilité... En tout cas, apparemment, le patronat, via la voix d'Hicham Zouanet, président de la Commission emploi et vie sociale, s'est exprimé lors des négociations, entre guillemets, dialogue social, et effectivement, aurait négocié, en tout cas pour le patronat, la mise en route du projet de loi de grève dans les prochaines semaines et prochains mois au Parlement, a priori, et un débat ouvert également sur la réforme à la fois du Code du travail, plutôt une révision de certains amendements, et une réforme aussi des caisses de retraite, avec une approche entre paramétrique et systémique. En tout cas, il y a une double approche aussi dans ce sens. Hakim Arakchi, troisième round, dialogue social justement. Hausse du SMIC, du SMAC, des fonctionnaires, distribution d'argent public, hausse des salaires. Vous avez beaucoup parlé de coût du travail. Ouais. Est-ce que c'est un accord sur mesure pour l'entreprise ou pas, ce dialogue social et l'annonce généralisée de l'augmentation des salaires minimales? Alors, personnellement, il est normal que je sois content pour tous les salariés, précisément ceux qui ont un bas salaire et qui verront le revenu augmenter. Je suis inquiet pour les entreprises qui ont une rentabilité faible et qui devront alourdir leurs charges pour pouvoir verser ces suppléments de salaire. Donc j'aurais aimé que cette hausse de salaire soit compensée par une baisse de charges. C'est partiellement le cas,
puisqu'il y aura disons, un recalcul de l'IR de façon à alléger les charges de l'IR sur certains emplois. J'aurais voulu que les emplois qui ne sont pas soumis à l'IR aient également cette compensation. Et auquel cas, on n'assistera pas à de destruction d'emplois. Et je redoute évidemment. Est-ce qu'il y a un risque, avec cette hausse généralisée des salaires? Parce que très souvent, ce qui est dit, et ce qu'on peut vérifier dans les économies dans le monde d'ailleurs, y compris des économies similaires à la nôtre, c'est que le salaire, quand on augmente le salaire minimal, il y a aussi un effet d'enchaînement de manière mécanique sur les salaires moyens, où il y a une pression aussi donc, alors, ce sera moins le cas cette année. Qui peut s'exercer. Ce sera moins le cas parce que la réforme de l'IR va permettre d'amortir le choc de la hausse du coût sur les salaires moyens et les salaires un peu plus élevés. Par contre, sur les bas salaires, le risque existe. Donc, ce qui n'a le pas risque de destruction d'emplois. Bien sûr. Ouais. Il y a un risque et un risque majeur. Ce qui a été dit, mais qui n'est pas encore acté et ce n'est pas encore transparent, c'est-à-dire qu'on ne sait pas dans quelles conditions, c'est que les métiers qui seront le plus exposés à ces destructions d'emplois j'ai vu que ça a été dit. Certaines compensations. Ce que je souhaiterais, c'est que cette compensation soit automatique et prévue dans le cadre juridique qui sera énoncé, et non pas faire l'objet d'une négociation au cas par cas, ou même sur certains secteurs. En tout cas, on dit clairement que sur certains secteurs d'activité, dont l'industrie d'ailleurs, entre autres, où il y a une employabilité, enfin, au niveau sur les emplois de chaîne, en tout cas, le travail minuté en termes de tarification, on pourrait perdre des parts de marché, c'est qu'il y a un véritable enjeu. Ce n'est pas que minuté. C'est-à-dire que la productivité du travail au Maroc n'est pas bonne. Et donc, la propension que nous avons, nous, dans les entreprises marocaines, à compenser les hausses de salaire, elle est faible. Et donc, la hausse de salaire se traduit souvent par une baisse du profit, voire une destruction complète du profit. Et donc, la raison d'être de l'entreprise disparaît. Et donc, il ne s'agit pas simplement de l'emploi minuté, il s'agit tout simplement de la productivité du travail. Là où la productivité du travail est faible, augmenter les salaires va créer une destruction. Sachant qu'au Maroc, nous avons beaucoup de gens qui sont faiblement formés, n'ont pas un niveau de qualification et de formation élevé. Et donc, il y a beaucoup d'emplois qui correspondent à des activités faiblement créatrices de valeur. Ces emplois-là sont menacés. Qu'on soit même dans l'industrie, disons, très développée, même si on parle, par exemple, d'industrie dans l'électronique, ou qu'on soit dans l'agroalimentaire, ou qu'on soit dans le textile. Si vous avez des emplois qui ont une faible productivité, la hausse du coût du travail va faire que... Ça se traduit par la destruction. Donc il y a ce risque-là que l'on prend en ayant relevé le... Mais de toute façon, il n'y a pas besoin d'être, disons, polytechnicien pour le comprendre. C'est ce qu'on avait vu dans les hausses successives qui ont eu lieu depuis 2010. Certains vous diraient et d'ailleurs, en 2010, lorsqu'il y avait eu des décisions du même ordre, la CGM à l'époque, dont je faisais partie, avait énuméré les entreprises, une par une, qui allaient perdre des emplois. C'est exactement ce qui s'est passé, notamment dans le secteur textile, mais pas que le secteur textile. En tout cas, Hakim Marekchi, je ne vais pas vous jeter des fleurs, vous n'en avez pas besoin. Vous êtes la première personne qui dit publiquement, en tout cas publiquement, c'est-à-dire là, format médiatique, qui dit attention, qui tire la sonnette d'alarme, quelque part un peu le lanceur d'alerte, une hausse des salaires, même le salaire minimal, que ce soit au niveau du salaire minimum, peut avoir un effet contre-productif à celui recherché. Je ne suis pas du tout le premier à le dire. Non, là, cette fois-ci... devant vous, peut-être. Non, pas que devant moi. Je ne suis pas du tout le premier à le dire. On l'avait dit publiquement lors d'un dialogue social précédent. C'était il y a combien de temps? Il y a 12 ans. Il y a 12 ans, voilà. Il y a 12 ans. Et là, on a 12 ans, on l'avait dit. Mais en 2024, j'ai entendu personne le dire. Mais à la CGM, on l'a dit. Le vice-président général de la CGM l'a dit clairement. Méditazi. D'accord, pour ne pas le citer. En tout cas, là, c'est 20 milliards de dirhams supplémentaires dans les dépenses publiques. Wow. Ben voilà, en tout cas, depuis entre l'augmentation des enseignants, certains métiers, s'y fonctionnent au niveau du secteur de la santé, et l'augmentation du SMIC, du SMAC, des fonctionnaires de 1000 dirhams, on va arriver à 20 milliards à peu près à la louche de dépenses supplémentaires, donc masse salariale de l'administration qui risque de faire un bond et un saut qualitatif de 140 à 160 milliards de dirhams, un service de la dette qui va exploser parce qu'on est court aussi de l'endettement, non? Je ne sais pas. A priori, on a un service de la dette. Là, le déficit du PIB n'engendre pas forcément une hausse de la dette. On peut le laisser libre. Oui. Donc il y a une partie du déficit du PIB
qui est acceptable. Maintenant, je vais dire quelque chose qui va me faire un peu cataloguer. Il y a plusieurs éléments de considérer le coût du travail. Il faut considérer le coût du travail à l'international. Notre façon de payer nos employés doit être comparée avec la productivité qu'on peut avoir dans les pays concurrents au Maroc. Est-ce qu'on peut se comparer avec l'Égypte, un pays que vous connaissez bien? Non, je ne connais pas bien. Vous connaissez un peu l'Égypte, non? Vous êtes un peu en concurrence en tant qu'industriel avec l'Égypte. Forcément. Voilà, donc c'est pour ça que je dis que c'est pas innocent ce que je... ma question, pourquoi je vous dis ça? Parce que l'Égypte a procédé, c'est-à-dire l'Égypte, le gouvernement et les pouvoirs publics égyptiens, a une annonce d'augmentation du salaire minimum de 50%. Mais ils ont baissé la valeur de la monnaie de plus que 50%. En tout cas, pendant que nous, on a augmenté on a annoncé une augmentation du SMIC de 10%, il faut avoir ces politiques qui permettent de gagner en productivité ce qu'on perd en coût nominal. Si on n'est pas capable de compenser par une meilleure productivité la hausse du coût du travail, automatiquement, on perd des emplois. Si on veut faire du chewing-gum aujourd'hui en Égypte, apparemment, c'est plus intéressant que de faire du chewing-gum et de fabriquer du chewing-gum chez moi, chez nous, au Maroc. Tout ça pour vous dire, a priori, en Égypte, augmentation du salaire minimum, donc, qui était jusqu'à présent de $120, qui va passer à $240. C'est quand même Non, en Égypte, ils parlent de livre égyptienne, ils ne parlent pas de dollars. Oui, mais en tout cas... mais la livre égyptienne a été dévaluée. Oui, mais donc, même en ayant augmenté le salaire minimum de 50%, ils ont un coût du travail qui reste inférieur au nôtre. Évidemment, parce qu'ils ont augmenté de 50%, la valeur de la livre égyptienne a baissé de plus de 50%. Est-ce que ça veut dire qu'ils ont tout compris, que nous, on n'a pas compris? Non, je ne dirais pas ça. Je vous pose la question. Non, je ne dirais pas ça. Je ne suis pas du tout pour une politique à l'égyptienne. L'Égypte, c'est l'Égypte, et le Maroc, c'est le Maroc. Mais c'est indexé à la productivité, a priori. C'est réfléchi, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas décidé d'augmenter le salaire minimum comme ça parce qu'ils ont eu l'idée un jour, c'est que c'est réfléchi, que c'était basé avec une indexation sur la productivité, c'est-à-dire je rémunère mieux parce que vous allez produire plus. Moi, je pense pas. Pour la faire courte. Je ne pense pas du tout que ce soit ce qui se passe aujourd'hui en Égypte. Je pense que l'Égypte s'appauvrit et que la dévaluation de la livre, contribue à appauvrir les Égyptiens qui sont dans une situation qui est pénible aujourd'hui. Grâce à Dieu, ce n'est pas du tout le cas au Maroc. Par contre, avoir une politique d'un dirham fort ne permet pas de créer des emplois à faible productivité et à faible valeur ajoutée. Et donc, il faut qu'il y ait une compensation pour ces emplois-là. C'est tout, je ne dirais pas plus loin. Je dirais plutôt, je me comparerai avec ce qui s'est passé, par exemple, en Espagne ou au Portugal, lorsque le poids de la dette en Espagne et au Portugal a fait que l'Espagne et le Portugal ne pouvaient pas dévaluer parce qu'ils ne sont pas... Ils sont adossés à l'Europe et à l'euro, donc ils n'ont pas la souveraineté sur leur monnaie, et donc ils ont fait une dévaluation intérieure. Oui. C'est ce que je souhaiterais pour ce type d'emploi au Maroc. C'est peut-être ce qu'il y aura, peut-être c'est la décision qui n'a pas encore été complètement annoncée. Est-ce que c'est le chemin qu'on prend lorsqu'on annonce des annonces comme ça de hausse du SMIC, lorsqu'en 2 ans on augmente le SMIC de 20%, lorsqu'en 2 ans on augmente le SMAG de 25%, lorsqu'en 2 ans on augmente aussi assez conséquemment les revenus des fonctionnaires? Est-ce que c'est ce tracé-là et ce sillon-là qu'on est en train de prendre? Ça peut être une solution, ce serait souhaitable qu'on ait au moins une solution, parce que sinon le poids d'un travail non productif deviendra insupportable pour l'économie. Dernière question, Hakim Arakchi, donc 13,7 de taux de chômage national, donc c'est la moyenne sur l'ensemble du pays. Certains, en termes de projection, considèrent qu'on pourrait finir l'année 2024 avec du 14, voire un petit peu plus de taux de chômage, et on pourrait lorgner un taux de chômage de 15% à l'horizon 2025. Est-ce que ça vous donnez du crédit à ces projections? Je n'ai aucune compétence pour définir les statistiques à l'échelle nationale. Pour moi, il suffit de voir est-ce qu'il y a des conditions pour créer de l'emploi dans les entreprises de taille petite et moyenne. Et si c'est le cas, le travail que je souhaite, voir se développer au Maroc, permettra de compenser les tendances que vous avez évoquées à l'instant. Et bien sûr, j'ai bon espoir que ce genre de décision soit prise. C'est pour ça que je milite dans la CGM. Je fais ce que je peux. Les gens qui sont autour de moi, la CGM aussi. Après, on réussit ou on ne réussit pas. Les prochaines générations, j'espère, réussiront mieux que nous. Mais en tout cas, nous l'espérons tous. Inch'Allah. Merci infiniment à vous, Hakim Arakchi. On peut remettre les gants. C'est là-bas que ça se passe. Ah ouais, salut.